Bonjour et bienvenue dans Le Grand Manqué, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre, souvent du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Aujourd'hui, nous voici dans une vidéo très classique, un top 10 des meilleurs films de l'année 2021. Il est évident que ce sont mes goûts, que c'est ce que moi je trouve pertinent. Cette année, j'ai vu 107 films, l'année n'est pas encore terminée, je triche un petit peu sur le top. Je vais voir des blockbusters, je vais voir des films indépendants, des films qui durent 3 heures voire plus, des documentaires, tout un tas de choses différentes. Vous pouvez le voir toute l'année sur les réseaux ou sur la chaîne. Moi je voulais, j'aime bien en fait revenir, je discute beaucoup de ça, notamment avec mes amis, des notes qu'on met de la pertinence des films, qu'est-ce qui était vraiment à retenir cette année au cinéma, et du coup voilà, voici mon top 10. J'ai envie de commencer par celui que j'ai préféré, celui qui m'a le plus marqué, celui que je pense que je reverrai en fait souvent. C'est Last Night in Soho de Edgar Wright, qui est vraiment sorti en toute fin d'année, qui a l'intelligence d'être un film qui ressemble à aucun autre de la filmographie du réalisateur. Last Night in Soho, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une jeune femme qui va faire ses études à Londres, des études de mode, et qui a un parcours assez classique dans le cinéma ou dans l'histoire en règle générale. Elle n'a pas de parents, elle a seulement sa grand-mère, elle veut s'accomplir, comprendre qui elle est. Sa maman apparemment traînait beaucoup aussi à Londres et avait également un rapport avec la mode. On va essayer de comprendre les liens dans le film. Et elle va se retrouver à Londres, elle va habiter dans une petite chambre de bonne et va démarrer ses études. Le truc c'est que elle a l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette chambre de bonne, qu'il s'est passé quelque chose dans cette chambre de bonne, et on va se mettre à suivre l'histoire d'une autre femme qui aurait habité là. Tout le film, ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas si c'est le passé, si c'est de l'imagination, si c'est de la folie ou encore autre chose, et c'est surtout le traitement qui est très intéressant, puisque ça démarre vraiment en film anglais, très dynamique. Il y a un plan de danse notamment au début qui est très chouette dans la chambre. Il y a des chansons choisies dans la discographie anglaise de ces années-là qui est très chouette, ça a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de couleurs. Puis on va vraiment basculer dans un film un peu à la Giallo, un film vraiment de genre, avec des couleurs, des lumières très marquées, des lumières tamisées, des couleurs qui sont bleues, rouges, avec des corps qui fuient en permanence, des regards braqués sur la caméra, des choses très fortes en fait, qui donnent un film très rythmé, très envoûtant. Et je vais pas en dire plus, et je vais seulement vous conseiller de le voir, car c'est pour moi le meilleur film de l'année. Je continue avec un film dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais bon, en fait, ça va être le cas pour la plupart d'entre eux. C'est Inexorable de Fabrice Duwels, dont j'ai vu tous les films. J'aime beaucoup ce réalisateur belge qui a un amour pour l'amour, qui va parler dans chacun de ses films de ce sujet-là, avec passion. Dans Inexorable, on va donc retrouver de l'amour et de la folie, ces deux thématiques qu'il aime le plus traiter, apparemment. Dans ce film, on va suivre une jeune femme qui arrive dans un château et qui va se proposer d'être la babysitter de la plus jeune fille de la maison. Dans ce château, on va donc rencontrer un écrivain, une femme d'affaires héritière d'un grand empire, et cette jeune fille qui va donc être gardée par cette étrangère. Et dans la construction de ce quotidien, on va découvrir des secrets cachés et également développer une sorte de mise en abîme sur l'écriture. C'est assez classique, hein. On a un écrivain, du coup, on va parler de ce que c'est écrire, et de comment il a écrit, et du mal-être de l'écriture, et ça va être perçu également à travers la construction du film, et c'est ça qui est vraiment très très chouette. Je veux pas vous en dire plus parce que ça fait vraiment partie des belles surprises du récit. Il y a un grain particulier, un jeu qui est très 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 intense, et une vision de l'amour et de la folie qui est plutôt très belle. Dans Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, nous allons être emportés pendant 3 heures dans un film qui est précédé d'une sorte de petite première partie où on va voir un couple qui a des habitudes peu communes, puisque la femme va avoir des histoires qui lui viennent dans la nuit, les réciter, et son mari va
toutes les nuits, les écouter, les noter pour les retranscrire en fait à sa femme le lendemain pour qu'elle puisse en faire quelque chose de créatif. Ça, c'est une sorte de préface à l'histoire, une introduction. C'est un quotidien un peu majestueux qu'on nous décrit. Et puis, il va y avoir une sorte de rupture dans le film, et on va partir loin, on va partir en voiture loin, avec les personnages partir pour se réparer, et rencontrer d'autres gens qui ont besoin de se réparer. C'est vraiment un film, c'est contemplatif, hein. Évidemment, ça dure 3 heures, il se passe pas grand chose. C'est des rencontres, c'est des répétitions, c'est observer le quotidien et la simplicité pour essayer de trouver le beau. Et à travers tous ces personnages qui n'ont plus l'impression d'être vraiment en vie, on va y percevoir une beauté, on va percevoir l'émotion. Le réalisateur Ryusuke Hamaguchi, c'est lui qui avait fait Senses 1 à 5, la série qui était passée du coup au cinéma, de 5 films qui justement parlaient des 5 sens, un sens par film, et qui avait réussi vraiment à développer cette idée-là d'une manière très, très subtile et très poétique. Et quand on lui laisse faire un film de 3 heures, ça fonctionne également. Du coup, je vous conseille vivement de visionner ce Drive My Car, qui est l'un des petits chefs-d'œuvre de cette année. Que de belles choses à voir dans Annette de Léos Carax, et je ne parle pas que d'Adam Driver, qui est évidemment l'un des piliers du film, mais aussi de la richesse de l'écriture, de la mise en scène, de la musique, des couleurs, des voix, des performances. Il y a quelques défauts à ce film, il me semble sur la fin notamment, des petites longueurs, des petites subtilités, vraiment des choses qu'on peut à peine remarquer à côté des grandes qualités donc, de ce film, où on va suivre l'histoire de Adam Driver et Marion Cotillard, qui est un couple de stars, de stars modernes. Lui fait du stand-up, il est très connu, elle fait de l'opéra. Et on va les suivre et les regarder tomber. C'est une tragédie et dès le début du film, tout va nous être annoncé. On nous annonce l'histoire à l'intérieur du film, mais également comment se structure le film, puisqu'on commence à l'intérieur du studio avec les Sparks qui ont composé la musique du film, et on a une sorte d'avancée comme ça. On dit ok, le film démarre, d'ailleurs la première chanson c'est « ça va démarrer », et on se lance, on sort des décors et on va affronter la tragédie. C'est une histoire d'amour, une histoire de famille qui va aller mal, avec des caractères, des situations qui font que plus rien n'ira. Et c'est une tragédie moderne. C'est un film qui va se nourrir de tout un tas de codes. On a vraiment l'impression d'être à l'opéra, d'être en train de regarder une tragédie grecque avec des décors grandiloquents, un bateau qui chute, des choses qui sont très grandes, un personnage qui est tout en haut pendant que l'autre est tout en bas, et pendant qu'on s'adresse, il y a vraiment cette gestuelle, ce côté physique qui a été amené au film, cette mise en scène. Et à côté de ça, les personnages sont très modernes, puisqu'ils sont des stars, qu'on va avoir des points de vue, des manières de voir les personnages à travers les paparazzis, on va voir des magazines, on va voir des portables, ce genre de choses-là. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une comédie musicale. Ça ne me paraît pas être le point le plus important à propos du film, puisque qu'on aime ou pas, la musicalité accompagne tellement le rythme, la dynamique, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie intrinsèquement en fait du processus narratif à mon sens, et du coup ça pourrait plaire je crois à n'importe qui a envie d'adhérer à cette histoire là, et donc fan de comédie musicale ou pas, je vous conseille de le regarder. Le 5e film dont j'avais envie de vous parler, c'est Bad Dream ou Come True de Anthony Scott Burn. J'espère que vous avez eu l'occasion de le voir, ou que vous aurez l'occasion de le voir soit en VOD, soit en sortie l'année prochaine. Ça a été visible en festival cette année, à l'Étrange à Paris ou au Greenhouse Paradise à Toulouse. C'est un film d'horreur, c'est un film fantastique, c'est un film de genre. C'est un film de genre dans lequel on va suivre une jeune femme qui va au lycée et qui a des problèmes pour dormir.
Elle s'échappe souvent de chez elle, de chez sa maman. On ne connaît pas du tout les tenants et aboutissants de sa vie familiale, mais on sent qu'il y a évidemment un problème puisqu'elle s'enfuit. Et elle va se réfugier soit chez une amie, soit dans la rue. Et elle va accepter de participer à un programme de nuit ou à la clinique où on va mettre des électrodes ou des petites choses sur sa tête qui font qu'on va essayer de capter ce qui se passe la nuit chez elle. Et c'est à partir de ce postulat qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment la nuit pour cette jeune femme. Est-ce que ce sont des cauchemars? Est-ce que c'est un monde qui s'ouvre à elle? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est son imagination? En fait, c'est un film où on a vraiment très très envie d'être avec des amis à la séance pour pouvoir sortir et discuter de ce qui s'est passé. C'est un film à théorie, on se demande quelles sont les significations de beaucoup de choses. Tout tient la route en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous fait sortir de nos interrogations, et en même temps, c'est plutôt ouvert comme fin, et donc on peut avoir, enfin comme film, même pas comme fin, et donc tout le long on va être en réflexion, en réflexion puis envoûté, car il y a une ambiance merveilleuse, déjà grâce à la bande son composée et interprétée par le groupe Electric Chaos, que je vous conseille d'écouter car elle est vraiment fabuleuse, et également avec l'image, en fait on a vraiment l'impression qu'on va être happé par un brouillard de fumée. Tout le long, on oublie qu'on est au cinéma ou sur son canapé si on le regarde en VOD, et une fois arrivé à la fin, on est pressé de pouvoir le revoir pour s'y replonger et être plus attentif à toutes les choses qu'on aurait loupées. Cette année, beaucoup de films de genre sont sortis au cinéma, des films de genre qui s'intègrent assez facilement, ou plus facilement que des grosses productions d'horreur, etc., à des programmations beaucoup plus classique. C'est le cas des Sorcières d'Aklar, qui parle d'une chasse aux sorcières. C'est réalisé par Pablo Aguero, c'est un film qui se passe donc au Pays Basque et qui va interroger la chasse aux sorcières du point de vue des jeunes sorcières. On va tout simplement se retrouver dans un village où des enfants ou des adolescentes sont accusés de sorcellerie. Et plutôt que de questionner le fait qu'elles soient des sorcières ou pas, les jeunes femmes vont plutôt accepter le fait que, dans tous les cas, elles seront accusées de l'être. On va le voir à travers leur procès où, peu importe ce qu'elles font, un sourire, un mot, une attitude les rendra coupables. Et le film va plutôt tourner autour du fait que l'accusation est déjà là et qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est très poétique. C'est très innocent, très éclairé sur ce qui a pu se passer à l'époque. Et on peut également noter une très belle scène de fin, tout en danse et en couleur. D'ailleurs, la couleur du film est très chouette. C'est soit très lumineux, soit très chaud, avec les couleurs d'un feu. Les Sorcières d'Aklar est un film sur l'innocence, sur le fantasque, et sur l'espoir. Après les sorcières, les loups-garous avec Teddy de Ludovic et Zoran Bouguerma, qui est un film donc français qui se passe dans les Pyrénées-Orientales et où l'on va suivre un jeune homme nommé Teddy qui habite dans un village reculé des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas d'autre intérêt que sa copine et avoir une vie simple et heureuse avec elle, et qui va se faire mordre par une sorte de loup. Un film de loup-garou donc, mais un film de loup-garou à la française, quoi. On connaît les loups-garous, on sait ce que c'est, on sait ce que ça fait. Par contre, la réaction, l'esthétique, les réflexions que peuvent se faire la personne
touchés par un loup-garou au quotidien, ben ça, on le connaît moins. Et du coup, on va se rendre compte de le rejet que va traverser ce personnage avec sa nouvelle situation, les changements physiques, les besoins qui lui arrivent, traités, voilà, dans un petit village du sud de la France. On va observer des personnages très caricaturaux, très... pas caricaturaux, très marqués, très ancrés, aux traits très prononcés et au caractère assez bête assumé. Il y a vraiment... Bah voilà, on sent qu'on est à la campagne, que la culture n'est pas omniprésente, que on joue vraiment des codes de la méconnaissance des choses, des loups-garous et de beaucoup de choses en règle générale, pour justement faire des situations complètement ubuesques, totalement innocentes, dans un décor avec une météo chaude et humide et un village perché en haut de la montagne et la forêt. Haut et perché est également le film Wendy de Ben Zetlin qui est sorti cette année et qui est une revisite du conte de Peter Pan du point de vue de Wendy qui est une jeune enfant qui habite près des chemins de fer et qui un jour va se laisser embarquer avec plusieurs de ses frères par un garçon qui leur dit de les suivre dans un train et qui va partir loin de chez eux. Loin de chez eux ou sur une île, et sur une île où les enfants ne vieillissent pas. Bon, je refais pas le topo, a priori Peter Pan vous connaissez, mais ce qui est assez chouette, c'est que ce coup-ci, c'est hyper réaliste. On suit vraiment des petits qui sont complètement crasseux, pouilleux, qui étaient pauvres, qui vivaient dans une famille pauvre, et qui se retrouvent avec d'autres enfants perdus, c'est le principe, sur cette île où quelqu'un fait la loi. Peter. Je veux pas trop vous raconter l'histoire, c'est assez rigolo à découvrir. Ce qui est vraiment intéressant dans ce film-là, c'est l'esthétique du film, les faciès des personnages, ceux des enfants, la crasse sur eux, le sel de la mer qui suinte, la chaleur, le sale qu'on va vraiment ressentir, qui rend la situation beaucoup moins magnifique que ce qu'elle pourrait être. C'est également très marqué par la présence de personnages qui ont fui l'île et qui du coup sont devenus très très vieux, et les acteurs qui les représentent sont tout ridés comme si ils avaient vieilli d'un coup, comme s'ils avaient été abîmés, et par leur attitude et leur faciès vont créer la peur, l'étrangeté. Tout est étrange, tout est très extrême dans ce film-là, très sensible aussi, et très beau. C'est une revisite de Peter Pan avec un côté réaliste et poétique à la fois. L'adaptation est chose compliquée, mais réussie cette fois-ci, il me semble, avec Un sommet des dieux de Patrick Imbert qui reprend donc l'œuvre originale qu'est Le sommet des dieux de Jiro Taniguchi, le manga, et qui va s'attarder sur la recherche d'un journaliste sur des événements tournant autour d'un alpiniste qui a disparu des années auparavant. On va donc le suivre dans ses rencontres et avec lui on va remonter dans le temps, dans l'histoire de l'alpinisme et aussi dans les espoirs et les rêves que traversent les différents protagonistes. Comme dans le manga, peu importe que l'on aime ou pas l'alpinisme, on se met à vivre, à penser, à ressentir les choses comme les personnages, on comprend leurs rêves, on les partage, on a un sentiment de vertige avec eux sur la montagne, de froid, mais on a envie d'aller plus haut, de se dépasser à travers les images, les dialogues, les émotions que le réalisateur essaye de nous faire traverser. Quand j'étais dans la salle, il n'y avait vraiment aucun bruit, la salle était pleine, et on est resté un moment tous les uns à côté des autres,
il y avait beaucoup d'émotions. Je sais pas comment expliquer ce fait-là. C'est vraiment cette idée que peu importe le sujet, quand c'est bien raconté, on peut être ému, on peut être transpercé, on peut, on peut, on peut être accueillir l'œuvre en fait. Fan d'alpinisme ou pas, nous étions tous dans la salle très émus. Un long silence s'est installé à la fin de la séance et les gens ont mis un peu de temps à se lever. Ça parle vraiment des rêves qu'on peut avoir et de comment les dépasser, de ce qui peut nous arriver, de qu'est-ce qu'on peut traverser pour les poursuivre. C'était vraiment très beau. Et le dernier film qui me paraît être très pertinent dans cette année 2021, c'est Red Rocket de Sean Baker, qui est le réalisateur de Tangerine et Florida Project, que si vous n'avez pas vu, je vous conseille de voir. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour la couleur de ses films et pour la sensibilité de ces personnages. Red Rocket, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un pornstar qui rentre au Texas pour se refaire une santé. On ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé, mais il n'a plus de travail et il rentre chez lui. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas de chez lui et du coup, il rentre chez son ex-femme qui est également une pornstar et on va constater que le quotidien est pas très heureux puisque il n'est pas à l'image de ce qu'ils ont vécu précédemment. Ils étaient vraiment des stars et là ils se retrouvent sans argent avec un côté son ex-femme qui pour le coup accepte la situation et lui beaucoup moins. C'est l'histoire d'une personne qui est mauvaise, qui est antipathique, pas en soi, c'est-à-dire qu'on se dit pas que c'est un héros négatif, un personnage médiocre dès le début, mais on sent qu'on va pas non plus être derrière lui. C'est quelqu'un qui va profiter des autres au maximum et qui va essayer toujours d'en tirer parti sans jamais donner de soi en retour. Et les dialogues, le rythme, la lumière transpirent tout ça. On va avoir des couleurs qui sont très pop abîmées. Rose, vert pomme, des choses comme ça. Et on va avoir des personnages qui sont humides au Texas. Il y a de la sueur, de la chaleur, il y a de la crasse en règle générale pour représenter une misère intellectuelle et sociale. Et le film raconte donc l'histoire d'un anti-héros, c'est une sorte de drame coloré avec une bande son assez géniale puisque on sent que ça se passe dans les années 2000. Ça démarre avec, je ne me souviens pas du tout du titre, mais quelque chose comme du Britney Spears, enfin un truc qui sent les années 2000. C'est haut en couleur, haut en performance. On montre des choses à fond et on ressort de là très très marqué par une histoire qui n'a rien de grandiloquent autre que la qualité de la manière de le filmer. Et voilà pour mon top 10 des films que je pense qu'il fallait voir cette année en 2021. Donc cette année qui, comme la précédente, a été une année de cinéma fermé. Évidemment avec beaucoup de films qui ne sortiront jamais et d'autres qui se bousculent, qui pourraient arriver l'an prochain ou qui vont sortir en VOD. C'est quand même assez nouveau, ces réalisateurs qui décident en masse de sortir leur film finalement en VOD. Et c'est une chance quand même qu'on peut essayer de saisir pour découvrir tout un tas de choses. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de retrouver les salles sombres. J'ai pleuré quand j'y suis retournée là, à la première réouverture. Je trouve que c'est une expérience qui est très différente de celle qu'on a à la maison, sans compter le fait que on n'est pas chez soi. En fait, c'est vraiment très précieux de pouvoir profiter d'un film dans des conditions optimales, celles d'un cinéma. J'espère que vous avez passé une merveilleuse année de cinéma, que la prochaine le sera également.
N'hésitez pas à me dire s'il y a des films que vous auriez mis vous dans votre top 10. N'hésitez pas à regarder aussi ce qu'ont dit les autres pour justement comparer et potentiellement se proposer des choses. Il y a tellement de choses qui sortent. Évidemment, on peut pas tout voir. Et en attendant de vous lire, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et sur les réseaux. Salut!